science citoyenne, Citizen Science. Et ça, il le propose avec 4 activités. Hein. Donc, on a parlé des occultations d'étoiles par les astéroïdes, on a parlé des suivis de comètes, et puis il y en a un qui m'intéresse particulièrement, c'est le suivi, l'enregistrement, l'exploitation d'un transit d'exoplanètes. Alors là encore, c'est la même limitation que ce qu'a dit Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire l'enregistrement qui dure longtemps. Un passage une occultation d'étoiles par un astéroïde, ça peut durer un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure. Là, un transit, il faut compter au moins 3 ou 4 heures. Donc il faut être certain que le ciel est bien dégagé pendant 3 ou 4 heures. Ce qui est une contrainte dans nos régions. Sinon, la mise en place de l'appareil est aussi simple que d'habitude. Quant à la mise en place de l'expérience, je vais vous montrer après sur le site l'ISCAR comment ça marche. C'est assez rapide. Et puis, on espère avoir une belle courbe pour avoir son nom et puis pour l'avoir revenir et l'exploiter. Alors, ce sur quoi je vais insister aujourd'hui, c'est surtout l'exploitation de la courbe telle qu'on peut, nous, en tant qu'amateurs, telle qu'on peut l'enregistrer. Hein. Qu'est-ce qu'on peut en faire, en fait, à part la voir. On a énormément d'informations, il suffit d'avoir un tout petit peu de connaissances en géométrie, un petit peu en physique, et puis alors, on va avoir des résultats tout à fait étonnants. Non, il n'y a presque pas de maths, non. Bon, les maths, c'est trop compliqué, les maths. Non, même pas. C'est la géométrie. C'est de la géométrie analytique, c'est du Pythagore, c'est des trucs comme ça. C'est pas méchant. Non. Elle est où la souris? C'est pas. Voilà, elle est là, voilà, ok. Hop. C'est parti. Voilà, alors, juste un petit topo quand même sur les exoplanètes, hein, vous le connaissez probablement, enfin on va en parler un petit peu. Hein. Bon, les planètes extrasolaires, la première découverte, vous le savez, c'est en 95. C'est 51 Pégasi B. Alors, au niveau de la nomenclature, vous la connaissez tous, je pense. Vous avez le nom de l'étoile, donc ici c'est l'étoile 51 avec la constellation de Pégase. Et puis le petit A, petit B, petit C, ce sont les objets du système. Petit A, c'est l'étoile. Petit b, c'est la planète la plus brillante après l'étoile. Petit c, s'il y en a 2, c'est l'autre après. Petit d, etc. Donc là, c'est la première, évidemment, il n'y en avait qu'une qui a été repérée. Et c'est Michel Mayor et Didier Queloz qui l'ont découverte à l'Observatoire de Haute-Provence. En 1995, qui leur a valu le prix Nobel, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, a remarqué que cette détection n'a pas été faite par la méthode des transits, mais par la méthode de la vitesse radiale. Je vais tout vous en parler aussi un petit peu parce qu'on va s'en servir un petit peu à la fin du calcul et de l'exploitation du Halcon. Bon, ça, on ne peut pas le faire, bien sûr. On ne peut pas le faire nous directement. Bon, c'est devenu un sujet extrêmement intéressant. Vous voyez, en avril 2005, 10 ans après, on avait déjà repéré 155. C'est rien du tout. En 21, le 1er juillet 21, j'ai cherché quelques bases de données. 4777 confirmés dans 3500 systèmes planétaires. Dont pas mal de multiples. Hein. Le 10 novembre 2022, vous voyez, j'ai pris récemment, hein, on en est à 5265 exoplanètes confirmées, 5931 fort probables, et tout ça, c'est à même pas 400 années-lumière du système solaire. Ça vous donne une petite idée de l'abondance des planètes dans la galaxie. En moyenne, on pense qu'il y a une exoplanète au moins par étoile. Les systèmes avec plus de planètes, il y en a probablement avec moins. Et des étoiles sans. Globalement, 200 milliards d'étoiles dans la Voie lactée, ça veut dire qu'en gros, il y a 200 milliards de planètes probablement. Potentiel de 200 milliards de planètes. Bon, nous, on a exploré un tout petit bout autour du Soleil, 400 années-lumière, et c'est déjà phénoménal ce qu'on a trouvé, une diversité formidable de planètes, des petites, des grandes, des telluriques, des géantes gazeuses, des terres plus grandes que la Terre, le super-terre, et tout ça. Ça, on ne le verra pas avec notre système. Nous, ce sera vraiment des gros sacs qu'on va pouvoir repérer. Et c'est ça, c'est une vue d'artiste, évidemment. Hein. Alors, ça, c'est justement pour rappeler rapidement la naissance du système planétaire, bien sûr. Hein. On sait, c'est un phénomène général, puisque la plupart du temps, vous avez un grand nuage de poussière qui s'agglomére autour d'une étoile en formation. Et c'est là-dedans que se forment l'étoile, on l'a dit ce matin aussi, ce que forment les futures planètes. Bon, pour des raisons physiques, je ne vais pas insister, il faut qu'il y ait un cocon de poussière autour de l'étoile naissante pour qu'elle reste chaude et pour qu'elle s'allume. S'il n'y a pas de cocon de poussière, l'étoile ne part pas. Ça, c'est un phénomène. En plus, il faut qu'elle ait une masse suffisante, etc. On ne va pas entrer trop dans les détails. Ça, c'est des belles photos qui sont prises, vous voyez, par le HST, par Hubble, évidemment. Ici. Alors,
Ça, c'est des belles photos aussi, vous voyez, ça, on ne peut pas prendre ça, toujours avec Hubble. On voit ici une image en négatif et en positif du disque de poussière qui entoure effectivement la planète, on en parlait ce matin pour l'accrétion. Hein. Et on s'aperçoit qu'il y en a partout, en fait. Le phénomène est très très courant. Hein. Dans Orion, il y en a une, là, il y a ces... Ah oui, oui, oui. Alors ça, regardez, ça c'est des images extraordinaires. On en parlait ce matin, hein. Ça sort un peu de sujet de tout à l'heure, il faut quand même le voir. C'était pris par l'instrument Sphère, hein, au VLT, à Atacama, au Chili. La Sphère, c'est le Spectropolarimetric High Contrast Exoplanet Research. Ça veut dire, bien sûr, qu'on obtient donc un contraste en spectropolarimétrie, hein, et on le fait en utilisant la technique en fait, de l'occultation de l'étoile principale par la méthode de Bernard Liot, du chronographe. Hein. Et on a des images formidables avec l'étoile naissante, hein, et puis des disques de matière. Voyez. Et on voit des sillons, hein, ces sillons noirs là, dans le grand disque primitif. Ben, ces sillons, c'est là où se forme une planète. Elle est en train de ramasser de la matière sur cette orbite, elle est en train de faire le ménage en fait, et d'accréter de la matière. Donc les modèles qu'on a sont confirmés quand même par l'observation. Ça, c'est des observations fantastiques. Hein, là, on voit vraiment la naissance de systèmes planétaires. On peut voir, là, suivant le nombre de lignes, on peut prévoir le nombre de planètes qu'il y aura probablement, oui. D'accord. Ouais. Là, regardez, là, il y en a probablement une. Là, il y a un disque. À chaque fois qu'il y a un vide. Chaque fois qu'il y a un sillon, il y a une planète qui est en train de se former. Ouais. Ça, c'est très jeune hein, comme système. Ça, c'est génial. Alors, les premières exoplanètes découvertes, on était très surpris, ce sont des Jupiters, dits Jupiters chauds. Pourquoi chauds? Parce qu'ils sont peu de l'étoile. Alors, la première exoplanète, toujours, hein, la fameuse 51 Pégasi B, on s'est rendu compte que, bon, bah, elle était vraiment très près de son étoile. Le système est à 50 années-lumière de la Terre. La grosse planète orbite seulement à 0,05 unités astronomiques de son étoile. Bon, Jupiter, c'est comme moi, c'est dans les 5-6 unités astronomiques. Là, on est à 1/20 de UA. C'est plus près de Mercure encore à la limite. Donc ça veut dire qu'elle est hyper chaude. Alors comment une géante gazeuse peut s'être formée là, et comment en plus elle peut rester avec la chaleur venant de l'étoile. Comment on sait qu'elle est gazeuse? Alors on en est quasiment certain parce qu'on peut mesurer son diamètre et sa masse. Et puis après on fait un petit calcul de densité. Et tout. Si on trouve une densité de l'ordre de grandeur de Jupiter, de l'ordre de l'hydrogène, bon, on est sûr que c'est quasiment une géante gazeuse. Une tellurique est beaucoup plus dense, plus petite, bien sûr, avec une masse globalement plus faible. Alors ça, c'est quand même formidable. Alors bien sûr, tout ça, ça a remis en cause toutes les théories. Hein. C'est une contradiction apparente avec la formation des planètes gazeuses qui, normalement, doivent se former par accrétion autour de noyaux également contenant de la glace, c'est-à-dire loin de l'étoile, et là où il y a encore du gaz, lors de la formation du système, c'est-à-dire au-delà de la ligne des glaces. C'est une grosse étoile, le Pégasi? Pardon? 51, c'est une grosse étoile? Non, je ne sais plus trop ce que c'est, mais c'est une étoile tout à fait... Non, c'est pas une grosse, non. Donc agit moins sur la planète que le Soleil, par exemple? Oui, elle a une masse plus faible. Quoique le Soleil est déjà une petite étoile, c'est une naine. C'est une étoile moyenne, c'est une naine jaune moyenne, oui, effectivement. Alors, l'explication, la théorie, c'est que les géantes gazeuses se forment loin des planètes, au-delà de la ligne des glaces, mais qu'elles migrent ensuite par phénomène de résonance. Bon, c'est une théorie qui a été avancée en particulier par Alessandro Morbidelli, l'observateur de Nice. La fameuse migration de Jupiter et de Saturne qui aurait conduit, entre autres, au grand bombardement tardif sur la Terre, sur la Lune et sur la planète intérieure, etc. Bon. Donc, on peut découvrir des Jupiters, des grosses géantes gazeuses près de leur étoile. C'est pas étonnant, on en voit beaucoup d'ailleurs, énormément. C'est un phénomène fréquent. Alors pourquoi? Justement, là, la théorie est là. Alors, c'est pas facile hein, de repérer une exoplanète directement. Il ne faut pas croire qu'on va faire de l'imagerie directe, hein, ça c'est pas question. Hein, une planète, ça ne diffuse que la lumière venant de l'étoile, bien sûr. Hein. Donc ça va dépendre de combien de paramètres très grossièrement, de sa taille, plutôt du rapport entre son rayon et le rayon de l'étoile. Ça va dépendre évidemment de sa distance à l'étoile. Bon, s'il est loin, elle va moins diffuser. Et puis son albédo, c'est-à-dire la capacité de réflexion de la lumière. Bon, une géante gazeuse, c'est l'ordre de l'albédo de Jupiter. C'est déjà pas mal, hein. C'est assez élevé et ça brille bien. Dites-vous bien quand même que ça brille beaucoup moins que l'étoile. Un petit calcul marrant que j'ai fait, là, un observateur extraterrestre, on parlait d'extraterrestres ce matin,
qui observerait le système solaire à 10 années-lumière. Bon, bah, il verrait Jupiter, oui, à condition d'être capable de le détecter, parce qu'il brillerait comme 3 milliardièmes de fois le Soleil. Bon, je fais un petit calcul à côté. C'est comme si vous vouliez repérer une bougie à côté d'un phare marin à 10 km. Bon, bah, en imagerie optique directe, il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions. On a réussi récemment à faire de l'imagerie directe de certaines exoplanètes géantes, avec la technique toujours de l'occultation de l'étoile principale, technique dérivée du coronographe de Bernard Liot. Hein. Mais c'est très récent et c'est encore au domaine expérimental. Globalement, nous, en tant qu'amateurs, même éclairés, hein, et puis avec du matériel même performant au niveau logiciel, on ne peut pas faire ça, bien sûr. On ne la voit pas. L'exoplanète, on ne la voit pas, on n'a pas d'image directe, mais on a des informations sur son mouvement par un certain nombre de phénomènes et des méthodes de détection. Je vais vous parler maintenant rapidement, parce qu'il n'y a pas que l'occultation, mais c'est l'occultation qui est à notre portée, à nous, amateurs. Amateur un peu scientifique. Le reste, on ne peut pas, bien sûr. Mais on peut se servir des données, quand même. Un amateur, il fait que de la confirmation. Oui, et puis il s'amuse, comme tout amateur, à faire des mesures et à comparer les résultats de ces mesures amateurs avec... qui ont découvert des... Voilà. Découvrir, il faut le savoir d'avance. Donc il faudrait être en veille, en permanence. Non, non, mais par hasard. Bien sûr. Par hasard. Avec le système Evescope, il faut déjà être au courant, évidemment, du fait qu'une étoile entourée d'une exoplanète. J'appelle la confirmation. Voilà, c'est ça. Ça peut servir de confirmation. Et puis, plus on fait de mesures sur un système, plus on a d'informations. Hein. Oui, donc, en recoupant toutes les mesures, on peut obtenir une meilleure... C'est pour ça que les gens du ministère ramassent des informations venant des amateurs, ils complètent tout ça, et puis eux, ça les fait avancer. Le CETI, en particulier, avance avec ça. Ils sont très maqués avec le CETI, et le CETI est friand de ce genre de... Tout à fait, bien sûr. Donc, vous voyez, c'est dur de détecter une exoplanète. La preuve, c'est qu'il a fallu attendre 1995 pour en trouver une. Pour prouver qu'elle existait. Les exoplanètes, petite histoire très ancienne, on y croyait depuis très longtemps. Moi, je connais un jésuite italien qui s'appelait Giordano Bruno, et qui avait dit qu'il y avait des exoplanètes, il n'a pas employé le terme. Il a dit qu'il y a des mondes multiples, et ces mondes, ce sont des planètes qui tournent autour d'autres étoiles et sur lesquelles il y a peut-être de la vie. Ben, le pauvre, il a fini pyrolysé très vite, parce que bon, bah, ça n'a pas beaucoup plu à sa hiérarchie. Il a craché dans la soupe hein, en tant que jésuite, et puis ça, ils ne l'ont pas pardonné. Hein. Donc, c'est pas nouveau. L'idée, la possibilité des exoplanètes, Fontenelle également, pluralité des mondes, etc., bien sûr. Mais là, c'est la preuve expérimentale, ce jour-là. Hein. Ça, c'est formidable. Ça, c'est un des grands succès. Alors, il y a plusieurs méthodes de détection. Je vais vous en parler rapidement, mais je ne vais pas insister sur tout, hein, c'est assez complexe. Bon, la méthode la plus employée, celle dont on va parler aujourd'hui, c'est le transit astronomique. Bon, c'est dans les, on peut dire presque 80% des exoplanètes détectées sont par cette méthode. L'autre méthode, c'est la méthode des vitesses radiales, dont il y a un petit 20%, vous voyez. La méthode des vitesses radiales, je vais en parler aussi parce qu'elle est intéressante pour trouver les vitesses. La micro-lentille gravitationnelle, pas beaucoup, hein, mais c'est une technique qui commence à sortir. Alors c'est quoi ça? Sans entrer dans le détail, vous savez que quand une masse importante passe devant une source de lumière, elle va déformer l'espace-temps, hein, théorie de la relativité générale, et donc on va avoir un effet de micro-lentille qui va concentrer la lumière. Donc quand une étoile, si une galaxie est très loin, il passe devant une masse importante, cette masse va dévier la lumière et on va avoir une concentration de lumière qui va faire baisser la magnitude. Donc quelque chose d'un peu plus lumineux pendant le passage de l'objet. Ça c'est pour une étoile. Mais s'il y a une grosse planète à côté, il va y avoir un deuxième pic de magnitude qui va apparaître et on va dire « Ah, il y a autre chose à côté ». Bon, c'est très pointu, hein, bien sûr, comme travail. L'imagerie directe, vous voyez, même pas un bon pourcent, je l'ai dit tout à l'heure, c'est très complexe. Bon, variation de moment de transit, ça c'est encore plus complexe, je ne vais pas entrer dedans. Et puis l'astrométrie. L'astrométrie, ça consiste à voir que l'étoile autour de laquelle orbite une planète bouge un tout petit peu à cause de l'effet de balourd, en fait, dû à la planète. Étoile et grosse planète forment un couple de valseurs, en fait, et les deux tournent autour de leur centre de gravité commun, et l'étoile, bien plus massive, a comme un petit mouvement, comme ça, circulaire, ou elliptique, hein, de petite amplitude, mais on peut repérer, pour les étoiles proches,
un léger changement de position. Ouais, mais c'est pas le mouvement. C'est le barycentre de... C'est pas le mouvement de la Le planète. barycentre, bien sûr, lui est fixe. Enfin, C'est pas le supposé. mouvement de la planète qu'on repère. C'est le mouvement de On repère le mouvement de l'étoile. l'étoile, voilà. Mais si l'étoile a un mouvement erratique, en va-et-vient comme ça, c'est certainement qu'il y a une masse qui l'a fait bouger. D'accord. Et cette masse-là, c'est l'exoplanète. Ou des exoplanètes. D, voilà, ça. Parce que si on a plusieurs, il faut combiner les influences gravitationnelles des différentes planètes. Alors ça devient compliqué, il faut séparer. Il faut séparer les influences, mais comme c'est des périodes différentes, on arrive par analyse de Fourier à séparer les composantes de fréquences différentes. C'est le principe de base des vitesses radiales aussi, hein. Sauf que là, tu mesures la vitesse dans l'axe de visée. Voilà, alors que là, on repère vraiment la position de l'étoile. Donc l'astrométrie, ça marche que pour des étoiles assez proches. Sinon, il faut qu'il y ait une parallaxe Bah oui. qui change, sinon ça ne donne rien. Mais ça marche maintenant. Alors, il y en a une qui a été trouvée par astrométrie, c'est VB10b. Hein, oui. Bon, elle tourne autour d'une naine rouge. Pour répondre à ta question tout à l'heure, il y a des exoplanètes autour d'autres étoiles que d'étoiles de type Soleil. Hein. Bien sûr, c'est une toute petite étoile. Alors, le transit. Bon, le principe est simple, hein, mais surtout on le sait. La planète va passer entre l'observateur du télescope et l'étoile, et elle va faire baisser un tout petit peu la luminosité de l'étoile au moment où elle passe. Bon, c'est le principe fort, hein, c'est facile à comprendre. Hein, ça va nous donner un truc comme ça. Voilà. Voilà, donc un petit dessin animé qui donne une idée. Voilà. Oui, bah, c'est exactement pareil que le transit de Vénus devant le Soleil. Par exemple, hein, bien sûr. Hein. Tout à fait. Un observateur très éloigné pourrait peut-être le retour santé aussi, regarder le transit de Jupiter devant le Soleil et puis en tirer des informations, pourquoi pas. Hein. Ça permet de définir la taille en plus de la relative. Ah bah ça on va le voir, ça je vais montrer comment on fait. C'est incroyable. Ouais. Alors bon, vous voyez la courbe, il y a pas mal de bruit de fond évidemment, ça c'est le problème de l'extraction du signal du bruit de fond, hein, bien sûr. Hein, mais ça donne une courbe qu'on s'attend à trouver comme ça. Donc, il faut Alors il y a des limites à la méthode, vous en doutez. Il faut que le plan d'orbite de l'exoplanète ne soit pas trop loin de l'observateur, c'est-à-dire nous, la planète Terre. Ben, c'est évident que si on ne voit pas la planète passer devant l'étoile, on n'aura pas d'occultation, on n'aura pas de transit, et puis c'est fini. Hein, c'est normal. Donc ça ne se passe pas toujours au milieu, hein, bien sûr. Ça peut se passer un peu au-dessus du diamètre ou un peu en dessous. On va voir qu'avec la courbe, on arrive à trouver à quel niveau ça se fait. C'est un peu le problème des pulsars quand ils rayonnent. Il faut être dans l'axe. Il faut être dans l'axe, sinon on n'a rien, bien sûr. Alors que la méthode des vitesses radiales est, bon, elle est un peu mieux. L'astrométrie marche au contraire quand on est pratiquement sur la normale au plan. C'est l'inverse. C'est-à-dire que sur le nombre qu'on a vu au départ, là, Ouais. il y en a plein qui existent, mais qu'on voit Qu'on n'a pas repéré encore. Bien sûr. Non, mais il y en a énormément. Hein. Donc c'est un phénomène très général. Hein. Voilà, alors ça, ben, c'est pas mal. Hein. Bon, là, il y a un petit film, bon, ça, ça rapporte rien de plus, alors c'est pas grave. Dites-vous bien que ça va être difficile hein, de repérer ça, parce qu'en gros, ça va représenter un affaiblissement de flux lumineux de l'ordre de 1%, quelques pourcents au maximum. Hein. C'est pas beaucoup. Hein. Pour une grosse planète de type Jupiter passant devant l'étoile. Alors, il y a en fait des petites variations, vous voyez. Hein. On l'a dit, il faut que la Terre, bien sûr, soit proche du plan de l'orbite, on s'en doute. Hein. Mais vous voyez, il y a des petites variations intéressantes qu'on détecte mal avec les télescopes. Quand l'étoile est devant, évidemment, il y a un affaiblissement, évidemment, une diminution de luminosité, sans doute. Hein. Attendez, je prends le truc là. Ça va bien. Je vois quand elle passe derrière. Alors, pas quand elle passe derrière. Quand elle passe derrière, ça ne change rien à la luminosité des Mais étoiles. comment ça se fait que la courbe... Alors, ouais, je vais en parler. Voilà, hop, j'ai un petit laser. Et l'étoile est transparente. Presque, ouais, voilà. Non, mais quand elle est comme ça, ici, sur le côté, elle présente une phase assez ouverte, elle diffuse un peu de lumière et ça augmente un petit peu la lumière dessus. On gère la phase. Sur les côtés, juste avant qu'elle passe derrière. On voit un pic de lumière. Mais ça encore, c'est très dur à détecter. Hein. Par contre, l'affaiblissement, lui, il se repère. Mais c'est de l'ordre de quelques pourcents, hein, à peine. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Bon, ça marchera, vous vous en doutez, que si l'étoile est assez proche de... La planète est assez proche de l'étoile. Si c'est une grande planète, donc surtout une géante gazeuse, hein, genre Jupiter. Hein. C'est ça mesurable. Hein. Ah, c'est mesurable. Hein. C'est pas beaucoup, 1%, hein, les fluctuations de luminosité dues. Nous, si on fait ça avec un photomètre ordinaire, un seul appareil sans traitement,
Avec les turbulences atmosphériques, on ne verra pas, hein, il y a trop de Enfin, bruit. vous prenez des étoiles de référence Bien sûr, c'est ce que fait Evescope. Hein. qui sont. Il va prendre une étoile dans le champ qui est évidemment soumise à la même turbulence atmosphérique et il va soustraire. Puis après, leur logiciel est plus compliqué que ça, je crois. Il est quand même très élaboré. Mais le résultat va quand même être assez bluffant. Bien sûr. Hein. Voilà. Alors les vitesses radiales, c'est ça. Ça, c'est la deuxième méthode. Hein, regardez un peu. C'est ce que je disais. Hein, vous voyez, si vous avez votre planète. On matérialise le barycentre, là. Tout à fait, c'est le barycentre du système qui est là. Et là, vous avez l'étoile, et là, vous avez les planètes. Alors c'est facile, la formule du barycentre. Le rapport des distances, je le verrai tout à l'heure, c'est le rapport des masses. Évidemment, voilà deux valseurs avec un gros valseur et une petite valseuse. Vous voyez, comme les patineurs. Encore faut-il connaître une des masses. Pardon? Il faut connaître une des masses. Ça, on peut le faire aussi. Non, mais Je vais vous montrer après. Mais déjà, on a le rapport, c'est pas mal. D'accord. Bon, ce qui est bien, hein, bien sûr, c'est que l'étoile, donc si je suis observateur ici, hein, je vais voir apparaître l'étoile. Alors l'étoile, de temps en temps, elle se rapproche de moi, et de temps en temps, elle fuit. Et bien, il va y avoir un effet Doppler-Fizeau, tout simplement, il y a un décalage, vers le bleu quand elle vient vers nous, et vers le rouge quand elle s'éloigne. On mesure les deux, on rajoute, hein, ça fait 2 fois. On a une meilleure précision, bien entendu. Bon, j'ai fait un petit calcul. La masse de Jupiter provoque un mouvement du Soleil à seulement 13 mètres par seconde. Bon, ça fait la vitesse de la lumière sur 23 millions. Autrement dit, c'est vraiment très petite variation de fréquence. Il faut donc un spectro de ultra haute définition avec des résolutions de millions. Voilà, ça existe. Hein. Le barycentre entre la Terre et la Lune, il est, il est sous la Terre, mais à un bon millier de kilomètres. Ouais. Oui, mais là, il y a un balourd plus important, bien sûr. Alors justement, il fallait un très bon spectro, et Michel Maillard et Didier Queloz ont utilisé un spectro qu'ils ont appelé Elodie, hein, et qui détectait des vitesses de l'ordre du mètre par seconde à peu près. Maintenant, on est descendu au centimètre par seconde. Bon, c'est impressionnant. Ça ne marche pas comme ça. c'est pour ça que des fois on est un peu secoué. Oui, c'est pas pour ça, bien sûr. D'accord? Voilà, c'est l'effet Doppler-Fizeau, ok? Là, vous avez l'étoile haute qui vient vers nous, la lumière est un peu décalée vers le bleu, elle fuit, elle est légèrement décalée vers le rouge en fréquence, l'exoplanète elle est là, on ne la voit pas, on ne voit que le mouvement de balourd de l'étoile haute. C'est comme ça qu'on montre que les anneaux de Saturne ils tournent. Voilà. Une partie qui s'éloigne et l'autre. Bon, bien sûr, on peut le faire aussi par effet Doppler-Fizeau. Alors, bon, ben, le calcul est assez facile à faire quand on a des bonnes valeurs. Quoi. Hein? Non, mais c'est vrai. Regardez, c'est pas compliqué. Il y a un petit film là que j'ai repéré, que j'ai ressorti, un petit gif animé qui est assez marrant. Donc, vous voyez, en fait, on ne prend pas le spectre complet, on prend des raies caractéristiques de l'étoile, ça c'est facile à repérer, et puis on les voit décaler vers le rouge ou vers le bleu, de façon périodique. Du coup, on a la période de révolution de notre exoplanète, c'est la période des allers-retours des raies. Mais le spectromètre Elodie, celui qui a permis de détecter 51 pégawatts, c'est des vitesses de l'ordre de 10 mètres par seconde. Maintenant, on est arrivé à 10 cm par seconde. Puis, alors, j'aime bien le nom de celui-là, c'est Espresso. Mais bon, c'est perso. Ça permet de détecter des planètes de façon discutable. Jusqu'à 5 UA à peu près. C'est pas mal. Hein. Vous voyez, la formule est simple. Doppler-Fizeau, à condition d'aller lentement par rapport à la lumière. Hein. Que la vitesse soit faible devant C. Alors, le rapport est simple. C'est delta lambda sur lambda, c'est VR sur C. Vitesse de récession sur C. C'est le décalage spectral relatif. Variation de longueur d'onde, delta lambda, divisé par la longueur d'onde elle-même. Un simple règle de 3, et puis hop, on obtient directement la vitesse de récession. Donc la vitesse orbitale de l'étoile autour de son centre de gravité, du centre de gravité du système. C'est pas mal, déjà. Hein. Ça, c'est 2 méthodes qui, combinées, vont nous donner des bons résultats. Alors la courbe de luminosité, comment on va l'exploiter, hein? Bon, en principe, c'est simple. Regardez.
Petit 1, là, l'exoplanète, elle n'est pas encore arrivée devant l'étoile, donc on a un maximum, c'est la zone 1. Et puis après, ben, bien sûr, vous avez la zone 2, ça rentre dedans, un petit peu à la fois, ça c'est facile à comprendre. Hein, et on va avoir une diminution de lumière, tant qu'on est en... Là, c'est la fin du début du transit, hein, bien sûr, là on a le premier contact. Ici, on a la partie, évidemment, pendant laquelle ça se produit, puis après ça remonte quand elle est en train de sortir, et puis là, elle est sortie, on revient à la valeur initiale. Ça, c'est simple, c'est simple à imaginer, le modèle est simpliste, hein, bien sûr. Et on espère donc mesurer le flux lumineux, le voir diminuer, puis remonter. Hein. C'est ça le principe. C'est le contraire d'Algol. Ça s'ajoute où les lumières, c'est Algol. Oui, mais là, c'est pas le variable. C'est pas oui, variable. non, mais ça, là, les lumières, là, bien sûr. Là, oui, là, une diminution. Ouais. Alors ça, c'est bien, mais ça présuppose un certain nombre de choses. Entre le modèle et la réalité, vous savez, c'est pas toujours simple. Alors, la courbe de transit, en gros, je vais utiliser ces données-là. On définit donc 4 temps, en fait. TA, c'est le premier contact avec l'étoile, ici. Hein. TB, c'est la planète est à l'intérieur, en quelque sorte, hein, de l'étoile. TC, ben, c'est le début de sortie, et TD, c'est la fin de sortie. Bon. J'ai quand même deux hypothèses au départ. La première, évidemment, c'est que la luminosité de l'étoile est constante dans le temps. Si une variable trop vite, ça ne va pas. Bon, ces transits-là durent 3-4 heures. C'est rare les variables qui varient fort en 3-4 heures, quand même. C'est plus compliqué quand l'étoile est multiple. Hein. Quand elle a un compagnon, alors là, ça devient un peu plus compliqué. On suppose aussi que la photosphère de l'étoile est uniformément brillante. Or, vous savez comme moi que c'est pas vrai. Quand vous regardez une étoile, vous avez un assombrissement centre-bord, qui est très notable. Il suffit de faire une photo du soleil, hein, on a tous fait, enfin presque, et on voit bien l'assombrissement centre-bord. Donc là, il faut en tenir compte. Ça devient un peu moins simple. Hein. Je suppose que l'opacité de la planète est totale. Que c'est une tellurique, ou alors que c'est une géante, mais dont l'atmosphère est très épaisse. Sinon, ça laissera passer encore de la lumière. Il y a plein d'hypothèses qu'on est obligé de simplifier au départ si on veut partir sur un modèle de ce genre, bien sûr. Mais là, il est très petit, le delta T, entre TA et TB. Là. Ah oui, oh non, vous allez voir que sur le... J'ai repris une courbe de Unistellar, publiée par Unistellar, bon, que je n'ai pas prise parce que malheureusement je n'ai pas pu encore le faire, mais c'est l'ordre d'une vingtaine de minutes. Ah oui. Ah oui. Ça ne correspond pas au diamètre de la... Ah oui, mais... Oui, le temps qu'il faut pour que l'exoplanète, en gros, avance d'une fois son diamètre. D'accord, ok. Angulairement. Hein. C'est à peu près ça. Voilà, hein. Si le transit est partiel, ça arrive, hein, ben, vous n'aurez pas la partie plate centrale. On l'a vu il y a pas longtemps. Hein, pardon ? On l'a vu il n'y a pas longtemps avec le soleil et la lune. Hein. Oui, bah oui, c'est ça. Donc là, c'est une espèce de petite éclipse, hein, bien sûr. Hein. En fait, une occultation. Hein, technique, hein. Vous voyez là, on a toujours le 1, on a toujours le 2, mais 3 et 4, c'est pareil, quoi. TB égale TC, en fait. Hein, les deux sont mélangés, hein, on a une toute petite différence. À partir de là, c'est pas terrible. On peut trouver, vous allez voir, on peut trouver très facilement par le calcul cette hauteur-là. Comparer cette hauteur-là au rayon de l'étoile. Ouais. À partir du centre. Hein. On peut très facilement le faire par la géométrie. Avec les temps. Hein. Alors tout le monde sait que c'est compliqué. Pourquoi? Je l'ai dit, hein, les bords de l'étoile sont moins lumineux que le centre. On appelle ça l'assombrissement centre-bord. À gauche, c'est une petite photo du soleil que j'ai prise avec mon petit Mac cet été. On voit bien l'assombrissement centre-bord. Une petite tache en plus. Pardon? Non, c'est une tache. C'est une tache. Pourquoi? Parce que quand vous observez sur les bords, vous observez moins profondément dans la photosphère, forcément, et donc vous avez quelque chose qui, température un petit peu moins élevée, donc vous avez quelque chose qui a l'air moins brillant, tandis que quand vous observez en face, vous arrivez à observer à la base de la photosphère, et à ce moment-là, vous avez quelque chose d'un peu plus chaud, donc un peu plus brillant. C'est le fameux phénomène d'assombrissement centre-bord bien connu. Hein. Ça fait ressortir les facules. Pardon? Ça permet de faire ressortir les facules blanches. Oui, tout à fait. Sur les photos. Voilà, c'est ça. En fait, tu vas moins loin vers la photosphère, et donc tu as une zone un peu moins chaude au niveau de la couronne. Alors ça, tu as un relais mathématique. Hein, ah oui, tout à fait. J'ai les courbes qui viennent. Hein. Ça peut se déduire
Ah oui, tout à fait, oui, oui. Ben, là, j'ai le résultat. J'ai le résultat, vous voyez, ça donne ça. Ça dépend de la longueur d'onde, évidemment, ça dépend de la couleur. L'étoile est proportionnelle à cette surface, d'accord? Pi, grand R, étoile au carré. Je néglige l'assombrissement centre-bord. Hein, bon, bien sûr. La planète me donne ici une surface apparente de petit s, évidemment. C'est ça qui passe pratiquement à zéro. Donc le rapport de flux, ben, c'est le rapport des surfaces, hein, d'accord? Tout simplement. Donc ben, pi r carré sur pi r carré, les pi s'en vont, le pi se barre, comme dit l'autre, et on obtient RP sur RE au carré. C'est simple comme bonjour. Ouais, facile. Hein. C'est clair, non mais c'est clair. C'est super. Ok, c'est une défaut d'excès. C'est limpide. Tout à fait. Voilà. Bon, ben moi je fais mon petit calcul ici. Hein. J'ai un flux relatif de 0,027, hein, 2,7%. Racine carrée, ça fait 0,16. Alors, 0,16. Ben, ça veut dire que j'ai un affaiblissement, j'ai une exoplanète dont le diamètre ou le rayon est 16% de l'étoile. C'est déjà grand, hein, par rapport à une étoile. C'est du gros, à mon avis, oui, c'est du Jupiter. 16%, Jupiter c'est 10% du Soleil, 10%. Donc on se doute que c'est à peu près ça. C'est probablement une géante gazeuse. Eh ben j'ai déjà des informations sympas quand même. Hein, c'est pas tout, hein. Il y a bien plus que ça. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le transit se fait en plein milieu, ou un peu au-dessus, ou un peu en dessous du centre de l'étoile? Ah, oui. Mais il suffit de comparer les temps. Et très grossièrement, sans faire de gros calculs. Si ça se fait diamétralement, le rapport des temps, c'est le rapport des diamètres. Ben oui, l'étoile elle avance de X fois son diamètre quand elle traverse le grand diamètre de la planète de l'étoile. Et ce rapport, c'est le rapport des temps et c'est aussi le rapport des rayons. J'ai vérifié, ça fait exactement 16%. Donc effectivement, ce transit-là, il est vachement bien parce que c'est un transit quasiment diamétral. Comment faire quand c'est pas diamétral? Tu retiens tes cris. Moi, On n'a pas posé la question, mais on pouvait poser la question. Et j'ai la réponse. Hein. Alors, le rayon de l'étoile, déjà. Allez, on va commencer par exploiter complètement le truc. Le rayon de l'étoile, bon, il est terminé par type spectral, évidemment, et par interférométrie, par la méthode de Fizeau. Bon, cette étoile-là, hein, d'après ce que j'ai vu sur Wikipédia, tout simplement, hein, c'est une naine de type K. Elle a d'ailleurs un compagnon naine blanche, hein, mais qui est loin, hors du champ, complètement. Il y a 1600 années-lumière, donc ça va, on a la place. Hein. C'est une étoile qui a un rayon de 71% du rayon solaire. Oui, donc je fais le calcul. Bon, ça fait Ils auraient dû arrondir à 500 000. Hein. Non, mais... Bon, le rayon de la planète, allez, 16%, ça fait dans les 79 000 km. Hein, d'accord. Comparé à Jupiter, 70 000, j'arrondis, toi. Bah, ça fait elle est un petit peu plus grande que Jupiter, aux incertitudes de me surprendre. Tout ça, ça vient du rapport des flux lumineux, mais ça donne bien une idée. Ça fait à peu près une taille de Jupiter. C'est bien Jupiter, bien une grande planète, probablement gazeuse. Déjà comme ça, on a des informations intéressantes. Bon, évidemment, le rayon de l'étoile, là, c'est pas nous qui allons le déterminer par interférométrie. Hein. On n'a pas les moyens de le faire. Hein. Il faut des grands miroirs et puis la méthode de Fizeau. Mais déjà comme ça, on a des informations qu'on peut exploiter. Bon, c'est pas mal. Bon. Alors, maintenant, il faut comprendre. Bon, s'il y a un transit, quand même, c'est que cet angle-là est proche de 0, de 90 degrés, pardon. Regardez ici, vous avez le plan de l'orbite terrestre. Enfin, si vous prolongez là-bas, vous avez la Terre, elle est petite. Et puis ici, vous avez le plan de l'orbite de l'exoplanète. Elle va passer là, à une certaine hauteur, au-dessus du plan de la ligne de visée, ici, que j'appelle X, d'accord? Et évidemment, si elle passe là, je ne vais pas beaucoup occulter, tandis que là, je vais avoir. Alors là, j'ai A, c'est le demi-grand axe de l'orbite, hein, c'est donc la distance moyenne étoile-planète, hein, voilà. Bon, si c'est une orbite quasi circulaire, c'est le rayon de son orbite, hein, tout simplement. Et puis ici, c'est l'angle I dont je parlais, qui est proche de 90 degrés, sinon vous n'aurez rien. Et puis là, c'est X. Alors, on peut calculer facilement X en faisant un petit calcul de géométrie. Do not be afraid of it. C'est du Pythagore, c'est tout. Hein. Donc c'est tout simple. Je veux dire,
Bah, c'est pas grave, tu appliques la formule, et puis tu trouves, tu la fais mouliner dans un tableur, et puis tu la sors. Je vais pas là, mais je suis en train de fignoler un tableur qui va me permettre, si je fais des mesures de ce genre, d'automatiser mes calculs pour avoir un résultat à la fin, parce que des trucs d'apothicaire comme ça, c'est pas marrant à faire. Une fois oui, mais pas dix fois. C'est casse-pied, quoi. C'est fastidieux. Bon, bah, GTC et TB, vous avez vu tout à l'heure, hein, c'était moins, je sais pas combien, moins 22 minutes, etc. Deux fois, regardez, RE moins RP, ben c'est ça, bien sûr, moins X carré qui est là, hein, au carré, voilà, sur deux fois, ici. Bon, j'ai fait le calcul, hein, je vous donne le résultat. J'ai un X qui fait 1 centième de RE, c'est bien ça. Ça veut bien dire que je suis quasiment central. On est pratiquement au milieu, quoi. Mais on aurait pu trouver un X plus grand que ça, autrement dit, montrer ainsi que le transit n'était pas central. Et uniquement par les mesures de temps et de rayons. C'est pas mal quand même, hein, comme exploitation. Hein. C'est à notre portée. Hein. Voilà, alors. Comment on va trouver le demi-grand axe de l'orbite maintenant? Oh là là, c'est compliqué. Hein. Regardez, je suppose que ma planète décrit ça, une orbite circulaire de rayon A. 4? Bon, ça c'est facile à voir. Bon. Ok. Que je sache, j'ai ici la distance RE moins RP fois 2. D'accord? Avec les temps, j'ai le temps que met la planète pour faire ce petit bout d'arc, qui est assimilé à sa corde, hein, évidemment, puisque c'est tout petit. Et puis, ben, en comparant ici avec le X qui corrige évidemment le truc, eh bien, ça me donne le temps de transit total, évidemment, c'est quoi? C'est le rapport entre la période, hein, et puis ça ici, et ça me permet de retrouver tout bêtement. En fait, j'ai la vitesse ici, vous voyez que j'ai la vitesse, j'ai le temps, j'ai la distance, donc ici, par rapport au rayon de l'étoile, j'ai la vitesse moyenne de transit. Et si j'ai la vitesse, et si j'ai la période, ben je trouve le rayon du cercle. La vitesse, c'est 2πa sur période. Et ben je trouve A. Autrement dit, je vais trouver le demi-grand axe de l'orbite. En gros, comme c'est presque circulaire, le rayon de l'orbite de mon exoplanète. Ah, zut alors. J'ai fait mon petit calcul, là, hein, d'accord, RP fait 0,16 P fait 3,48 jours, voilà. Et ben, 116 minutes de transit complet. Je fais un petit calcul, j'ai trouvé 11 fois et demi le rayon de l'étoile. Ça fait 5-7 millions de kilomètres. Je suis à seulement 0,038004 UA. C'est proche, hein. Et 51 Pégasi-B est très proche aussi de... Je viens de faire un calcul rapide, ça fait quand même 120 km par seconde. Ouais. Elle tournerait autour de... Ah ouais, elle va vite, et elle fait un tour en 3 jours. La Terre fait 30 km par seconde. Donc c'est bel et bien Jupiter chaud. Hein. Elle est chaude parce qu'elle est proche de son étoile, elle va très vite et elle est très grande. Hein. Mais déjà, rien qu'en faisant ces petits calculs-là. Alors, là, vous mettez cette formule-là dans Excel, et puis vous entrez les données, quand vous avez des données différentes, et puis vous avez les résultats qui sortent, hein, c'est tout. Hein. C'est pas très compliqué à faire. C'est fait une fois, puis c'est tout. Hein. Alors, avec la troisième loi de Kepler, on va pouvoir trouver la masse totale du système. Que la deux cas en interaction à la loi de Kepler, elle s'applique comme ça, bien sûr, et ça, c'est la somme des deux masses. Alors, je continue mes calculs, ça va un peu plus vite. Hein. J'ai 3 jours 48, j'ai 11 fois et demi RE, j'ai ça. La masse totale, ça fait 1,4 puissance 30 kg, ça fait 0,7 masse solaire. À peu près. Il y a une constante là-dedans. C'est la constante de la gravitation. Ouais. 6,67 en système international. Et la constante est la même pour l'ensemble de l'univers. Oui, on espère. À la distance où on est, à quelques centaines d'années-lumière, oui. Pardon? Tout à fait. Non, là ça marche assez bien. Alors évidemment, j'ai déjà trouvé pas mal d'infos. Regardez un peu ma petite courbe. J'ai trouvé le rayon de l'orbite, j'ai trouvé la taille de la planète par rapport à l'étoile. J'ai reçu le rayon de l'étoile ailleurs parce que problème. Et ça donne une idée de la distance. C'est pas mal. Est-ce qu'on est capable de calculer l'âge du capitaine? Ah ben ça, j'ai pas encore fait, mais ça c'est un autre problème. On peut continuer, mais si je veux comparer les deux masses, vous avez vu tout à l'heure, là, j'ai la masse totale. Hein, bon. On se doute que c'est l'étoile qui est bien plus lourde que sa planète, mais on ne sait pas de combien. Hein. Donc pour ça, il faut utiliser la méthode des vitesses radiales.
la méthode du balourd de l'étoile, en fait. Alors là, j'ai dû aller chercher les données, parce que ça, on ne les aura pas sur cette liste-là. Bien sûr, ça ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Regardez. Alors, j'ai simplifié le problème. Ici, vous avez votre planète qui se balade à la vitesse VP. C'est vraiment une grande vitesse, parce qu'elle fait un grand tour. Imaginez, hein, c'est comme le lanceur de marteau. Le lanceur, il est plus long que le marteau, heureusement. Et lui, il ne bouge pas beaucoup. Mais le marteau, lui, il bouge beaucoup. Il va vite. Hein. D'ailleurs, la position du lanceur de marteau varie quand le marteau tourne autour de lui. Tout à fait. C'est exactement la même chose. C'est le phénomène de vitesse radiale. On n'a encore jamais mesuré tout le phénomène. Mais bon, ça peut se faire. Là, votre planète, elle se balade là sur un petit cercle, hein, si je simplifie autour du centre de gravité. Et elle a la vitesse V étoile, qu'on a calculé tout à l'heure d'ailleurs. Hein, qu'on a calculé en déterminant le temps de transit. Hein. Bon, bah, ça va me donner le rapport des deux, quoi, parce que le rapport des masses, c'est le rapport des distances, et c'est aussi le rapport des vitesses. Alors, il se trouve que par effet Doppler-Fizeau, ça j'ai trouvé ça sur une base de données aussi sur Internet, bien sûr, la vitesse de l'étoile est de 71 mètres par seconde. La vitesse de... Non, c'est sûr, avant, arrière, 71 mètres par seconde, c'est pas mal. Bah oui, elle n'est pas si lourde que ça, la Jupiter chaude, elle est bien lourde quand même, et donc il y a un balourd sensible. Bon, c'est pas mal. VP est à peu près 120 km par seconde. Hein, ça nous donne un rapport des vitesses dans les 1700. Et la masse de la planète, c'est à peu près 8, 10, 826. Bon, c'est du 0,44 masse de Jupiter. Alors j'ai été voir sur la base de données. Ben, c'est à peu près ça, oui, effectivement. Les données officielles sont à peu près 0,44 masse de Jupiter pour cette... Alors elle est plus grande que Jupiter, vous voyez. Elle est moins lourde, donc elle est moins dense. Mais encore moins dense que Jupiter, donc c'est sûr c'est du gazeux. C'est du gazeux géant, c'est certain. Ça serait pour bien sûr. Ensuite, petite Jupiter, puisqu'elle est plus petite que Jupiter, chaude, et bon, avec une masse comparable. Bon, ça donne à peu près la même taille. Bon, c'est pas mal hein, quand même. Elle est plus grande que Jupiter, mais plus légère. Hein. Plus près. Elle est... Ah oui, elle est très très près de son étoile, hein, vraiment, donc elle doit avoir très chaud. Hein. Surtout que c'est une étoile de type K, donc c'est un petit peu moins chaud que le Soleil, mais ça rayonne quand même pas mal. À cette distance-là... C'est plus que le noyau. Probablement. Comme la poussière est plus chaude, le gaz a une densité. Oui, c'est ça, ouais, ça se dilate. Probablement qu'elle est plus grande. Ouais. Puis on ne sait pas s'il y a du noyau ou pas du noyau. Hein. C'est plein d'éclats, on ne sait pas non plus. Hein. Il y a deux choses qui se... Bon, voilà. Bon, bah, sinon, regardez bien à côté de vous pour voir s'il y a un extraterrestre. Bon, je voulais vous montrer ça. Sinon, après, je peux vous montrer rapidement, en enlevant le diaporama, comment Unistellar propose de le faire. Enfin, on peut le chercher sur Internet très facilement. De toute façon, c'est pas un problème difficile. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez vu surtout comment on peut faire. Du bon sens.